Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à cet épisode à Cube. On a toutes sortes de choses qui nous parviennent dans l'actualité ici, dans la politique québécoise, qui vont, je dis politique, dans le grand système public québécois. Tiens, c'est un meilleur terme pour décrire ça. Plusieurs nouvelles qui nous parviennent des pages du Journal de Montréal sur l'état de deux de nos trois réseaux, les trois que j'appelle toujours les trois embourbés, là. Trois réseaux publics qui ont le plus de misère en ce moment. Je parle bien évidemment du réseau de la santé, du réseau de l'éducation. Là, cette fois-ci, on est chanceux. Je parle pas du réseau de la justice parce que ça aussi, ça fait dur par moment. Mais non, santé, éducation, des problèmes. Bon, en santé, c'est un peu moins pire. Mais c'est quand même un constat qui est assez spécial à regarder. C'est la malbouffe. La malbouffe qui est vendue dans les hôpitaux, là, entre autres pour le grand public. On s'entend, là, on parle pas des repas qui sont donnés aux patients, aux patientes. Là. Ces gens-là vont être capables de manger là, les repas qu'on donne à l'hôpital, là, qui sont préparés, puis donnés, puis regardés selon la diète de tout un chacun. Ce qu'on donne plutôt, ce qu'on vend dans les cafétérias pour les gens qui viennent visiter, pour les employés, des burgers, de la poutine, des sodas, de la friture, ramenez-en d'un peu partout. Le truc, c'est qu'il y a un an, peut-être que vous avez vu presque exactement la même nouvelle. C'est ce qu'on va apporter dans les pages du journal. Mais là, le journal est retourné un an plus tard parce qu'on a promis du côté du ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire le point sur sa situation, là, de changer les choses pour être capable de donner l'exemple dans la société en disant l'hôpital, là, c'est l'endroit de la santé. C'est comme la bâtisse qui gère la santé. On n'est pas supposé vendre les trucs les moins santé possibles dedans. Et pourtant, c'est sûr, c'est un peu exigeant. Là. Quand tu sais qu'il y a des gens qui vont venir placer des machines distributrices, qui ont des contrats indépendants, puis qui vont vendre des petites barres chocolatées, des sacs de chips, des peanuts, puis toutes sortes de choses comme ça, ben c'est sûr qu'après ça, dans la cafétéria, c'est-tu difficile d'offrir juste de la salade? Peut-être. Est-ce que ça coûte plus cher aussi, la bouffe santé? Oui. Non, c'est un drôle de problème. C'est surtout qu'un an plus tard, alors qu'on a promis qu'on allait faire quelque chose, ou du moins analyser la situation, mais il n'y a rien qui a changé au passage de nos collègues du journal. Donc, c'est une constatation qui est faite. Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration de ce côté-là? En tout cas, du côté du collectif Vital, qui prône une bonne santé, une bonne alimentation ici au Québec, on donne pas ben un bon exemple dans les hôpitaux. Je peux comprendre. Mais quand même. Il va falloir voir c'est quoi la réaction exacte là, du ministre de la Santé. Puis si c'est une priorité, peut-être je vais être pas fin là, ce matin, mais c'est peut-être pas la priorité numéro 1 de Christian Dubé dans le système de santé. Peut-être que c'est la nouvelle. Là. Je m'imagine être ministre de la Santé du Québec, là, le poste le plus chien, là, le plus ingrat, je pense, de tout le Québec au grand complet. Tu te lèves le matin, tu regardes ça, c'est la malbouffe. Hey, j'ai-tu d'autres chats à fouetter? Peut-être c'est ça qui se dit, M. Dubé. Je veux pas être dans ses souliers, ni dans sa tête en ce moment. Mais bon, à voir si c'est quelque chose qui va changer. Je parlais de deux réseaux, je parlais santé, je parlais éducation. Devinez quoi? On arrive au mois d'août, puis arrivé au mois d'août, ça veut dire que le mois de septembre s'en vient. Puis avec le mois de septembre, c'est la rentrée scolaire. Le truc, c'est qu'on a à peu près la même nouvelle, encore une fois, que l'année passée. Il manque de profs. Surprise! Il manque de profs pour les classes. On a trop d'élèves. On n'a pas assez de profs. Pénurie de main-d'œuvre. Hey, c'est la même nouvelle qui revient encore et toujours. Là, cette fois-ci, je vous avoue, je suis peut-être un peu plus, rassuré de voir qu'on l'avertit d'avance. L'an passé, je rappelle, là, c'était comme à quelques jours de la rentrée, le ministre de l'Éducation était sorti, Bernard Drinville, pour dire « Ah ben là, il manque vraiment beaucoup de profs. » C'était fou, là. Quelques jours avant la rentrée, on disait « Hey, finalement, en passant, on n'a pas assez de profs. Est-ce qu'il y a des volontaires non qualifiés qui vont venir dans les classes? » Là, au moins, on le dit au début du mois d'août. C'est une bonne nouvelle, puis ça vient, entre autres, là, grâce à une innovation qui a été prise là, pendant les négociations avec le réseau. Dans les grosses manifestations, les grosses négociations qui ont eu lieu en début d'année, on a fini par déterminer que 3 semaines d'avance, avant la rentrée des classes, il fallait fixer là, le processus d'affectation des profs. C'est-à-dire de déterminer déjà 3 semaines d'avance, les profs vont où? Qu'est-ce qu'ils ont comme charge d'élèves? Combien? Dans quelle classe? Là, la date butoir, c'est aujourd'hui même.
C'est aujourd'hui là, que ça se fixe puis que ça doit être fait. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir un portrait de la situation là, des plus complets dès le début de la semaine prochaine, puis le ministre Drainville est supposé sortir pour en parler. Et là, il y a un an, à la mi-août, c'était 8000 postes d'enseignants qui manquaient. Là, on dit qu'on en a comblé quelques-uns, mais ça se peut qu'on soit obligé d'ouvrir au-dessus de 1000 postes d'enseignants de plus là. Le problème, c'est parce que je veux bien qu'on ouvre des postes d'enseignement, mais il y a déjà pas assez de gens dans le milieu. On est déjà pas capable de couvrir puis de remplir les postes qui sont déjà ouverts. Fait que là, on va en ouvrir 1000 autres qui vont pas plus se remplir. Là. Donc on est un peu dans une espèce de fatalité là, dans le réseau de l'éducation. En plus de dire qu'on a un bond, là, une augmentation de nouveaux élèves. On parle de 20 000 nouveaux élèves qui vont s'ajouter dans le primaire et dans le secondaire cette année. Puis là, c'est pas anodin. L'immigration temporaire, on l'a dénoncé du côté du gouvernement de la Coalition Avenir Québec en disant que c'était trop, qu'il y avait trop de gens qui rentraient au Québec et qu'on n'était pas capable de s'en occuper. Mais là, on voit dans les statistiques que ça se reflète. L'an passé, c'était 80% de la hausse des nouveaux élèves, ça venait de jeunes qui étaient nés en dehors du Canada. Là, c'est spécial là, quand même. On va avoir un réseau qui est encore plus plein à craquer que d'habitude au terme des élèves, encore moins de profs, et on ne peut pas s'en occuper. C'est ça les impacts dans les réseaux qu'on a vis-à-vis de l'immigration temporaire qui est trop élevée. Encore une fois, je trouve que François Legault a été malhabile, il a blâmé 100% de la crise du logement sur le dos des nouveaux arrivants. T'sais, ça, pour moi, ça ne fait aucun sens. Là. Mais il y a quand même un point sur lequel la CAQ a raison, puis n'importe quel gouvernement qui se serait ramassé dans leurs souliers, dans leurs bottes, à la place du gouvernement, aurait dit la même affaire. Nos réseaux sont saturés, surchargés. On ne peut pas s'occuper d'autant de monde avec les pénuries de main-d'œuvre qu'on a. Pourtant, on continue à avoir de plus en plus de gens, puis notre capacité ne suit pas. C'est juste un problème mathématique. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de xénophobie, il n'y a pas d'intolérance. Les gens qui viennent, c'est plus qu'un chiffre, c'est plus qu'un nombre. Ils ont des familles, des enfants, ils veulent aller à l'école, ils veulent s'éduquer, puis on les comprend, on ne veut pas les refuser. C'est pour ça qu'on est accueillant au Québec, puis c'est pour ça qu'ils vont rentrer dans le réseau, puis qu'on va faire avec. On va broder de quoi, on va donner plus d'élèves dans les classes à chaque prof, on va se débrouiller en trouvant des profs non qualifiés qui vont venir surveiller les classes. On va faire la même affaire qu'on fait d'habitude, on va se débrouiller. Faire ça à bonne franquette, ici au Québec. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va pas venir avec des problèmes, plus d'argent à devoir investir dans le réseau, des augmentations de conditions de salaire, puis c'est les profs au final là, qui se retrouvent dans le chenoute avec tout ça, qui doivent se débrouiller pour régler un problème qui est bien plus grand qu'eux autres. Non, vraiment, c'est pas facile comme problématique. Quand on en voit les effets, c'est important de le souligner. Sinon, deux nouvelles qui concernent Taylor Swift dans l'actualité. Vous avez sûrement vu ça passer hier. Un attentat terroriste qui a été déjoué à Vienne dans un de ses concerts. L'État islamique là, qui visait le stade, puis faut le dire, ne visait pas Taylor Swift elle-même. Là. Le but, c'est pas d'assassiner la star de la pop. Là. Elle n'a pas de conflit tout particulier avec l'État islamique. Là. Je vous rassure tout de suite. Par contre, c'est parce que ces concerts sont tellement populaires, tellement gros, puis attirent tellement de monde que c'est dans un endroit comme celui-là qu'on veut faire des attentats terroristes, là, quand on est un groupe malveillant. Normal, on va avoir encore plus de visibilité, puis on risque de, c'est dégueulasse à dire, mais tuer plus de monde. Puis c'est l'objectif des groupes comme ça, c'est de tuer le plus de monde possible. Bon, au moins ça a été déjoué. Il y a deux nouvelles qui concernent Taylor Swift. C'est spécial, mais suivez-moi autour de ça. On va parler de politique américaine. On fait encore un suivi. Il y a des rallyes là, depuis qu'on a annoncé du côté de la campagne des démocrates que Tim Walz va être le colistier de Kamala Harris. On a fait toutes sortes de rassemblements. C'est la même affaire du côté des républicains. Il y a encore et toujours des rallyes. Là, on est en pleine campagne électorale. Le truc, c'est que là, les foules qui sont déplacées par un et par l'autre sont bien différentes. Puis si vous vous souvenez de tout ce qui entoure Donald Trump, tout ce qui entoure même le début de son premier mandat à la présidence, vous savez que les foules puis la quantité de gens qu'il y a devant lui, c'est comme un des trucs qui l'obsède le plus. C'est vraiment le concours de qui a la plus grosse. La plus grosse foule, là. On s'entend, je parle de la plus grosse foule. Mais c'est un concours de qui a la plus grosse quand même, on dirait. Je sais que c'est déprimant, mais c'est fou. On se souviendra, il y avait paniqué Donald Trump quand il avait vu qu'à son investiture, c'est-à-dire la grande cérémonie dans laquelle il entre dans ses fonctions de président, mais la foule était moins grosse que pour celle de Barack Obama. Puis pas mal, selon les images satellites.
Hey, c'était une de ses premières annonces là, comme président de la Maison-Blanche. Il avait fait sortir toutes ses porte-paroles pour dire « Non, c'est pas vrai, puis les images sont sûrement truquées, puis on avait bien plus de monde dans le fond. » C'est une espèce de réaction étrange de panique pour des affaires qu'on s'en fout un peu. Au final, on s'en fout un peu. Mais là, le problème, c'est qu'hier, dans la même journée, il y a eu les deux rallyes. Il y en a un d'un côté qu'on peut regarder, c'est le rallye au Michigan de J.D. Vance, donc colistier pour Donald Trump. Il est devant une station là, de police, je l'ai dit, en Michigan. Pour vrai, il y a une couple de dizaines de personnes? C'est comme triste. Là. Il y a beaucoup de caméras, il y a presque autant de caméras que de monde. Il n'y a pas grand gens. Pour ceux qui nous suivent en visuel, là, vous pouvez regarder, c'est assez famélique, merci. Puis là, évidemment, du côté des démocrates, on repartage ça en débile sur les réseaux sociaux. On va regarder J.D. Vance a de la misère à attirer qui que ce soit de son côté. Surtout qu'hier, à Eau Claire, au Wisconsin, ben, du côté des démocrates, Kamala Harris puis Walz débarquent, touchent le sol avec leur avion. Et regardez-moi la taille de la foule. Mamma mia, mesdames et messieurs, c'est assez impressionnant. C'est comme un tarmac d'aéroport, un hangar au complet rempli de gens, là, vraiment une marée humaine. Il y en a dans tous les sens. La musique de Beyoncé qui joue bien fort, Freedom en arrière. Et là, des chansons, là, il y a toutes sortes d'extraits que j'aurais pu vous montrer où on chante dans la foule, on fait chanter aux gens « This is what democracy looks like ». Puis les gens se mettent à crier, puis à chanter, puis à répéter ça. Voici à quoi ressemble la démocratie. C'est beau, là, très beau. Des belles images de campagne, je dois leur dire. C'est comme le contraste en plus des deux rallyes qui est débile. Et là, ben, du côté démocrate, on partage. Et ça fait tilter les supporters républicains sur les réseaux sociaux puis sur X. Regardez, c'est qui d'ailleurs qui a retweeté ça ou re-xé ça, je sais même plus comment le dire. C'est Alex Jones, le complotiste notoire. Ben oui, je vous partage souvent ces niaiseries, mais c'est parce que ça me fait mourir de rire. Et voici la deuxième nouvelle sur Taylor Swift. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce long détour. C'est qu'Alex Jones arrête pas de répéter depuis hier sa nouvelle théorie complotiste du moment, selon laquelle les démocrates auraient promis aux partisans des billets, un concert gratuit de Taylor Swift et de la nourriture gratuite. Oui, monsieur! Un concert gratuit de Taylor Swift. C'est ça qu'Alex Jones dit. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Là. Ils sont même plus rendus à l'étape de nier que les foules sont gigantesques. Ils savent que les foules sont réelles, sont vraies, puis qu'ils ne pourront pas faire nier ces images-là. Fait qu'est-ce qu'ils disent à la place? Ils disent c'était faux, ils ont promis un faux concert, ils ont promis un concert de Taylor Swift, c'est pour les attirer, Taylor Swift, la méchante, la démocrate, la ci, la ça, blablabla. C'est drôle, là. C'est drôle voir une panique comme ça pour des foules. Puis, sincèrement, bon signe pour la campagne des démocrates. Quand tu vois tilter comme ça du monde pour leur foule est plus grosse que la mienne, puis c'est sûrement pas une vraie foule. En fait, la foule est sûrement déplacée pour des concerts. C'est vraiment bébé lala. Je vais le dire, là. C'est dommage qu'on soit rendu là à cette étape-là dans la politique américaine. C'est bébé lala. Mais bon, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Puis ça m'a fait pas mal rire de voir tout ça. Bienvenue aujourd'hui à Cube.